Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e point de presse du ministère des Armées de l'année 2022, le dernier avant la fin du mois d'août. Je vais aujourd'hui commencer par vous présenter l'agenda du ministre, puis les actualités du ministère, avant de vous parler de l'action des armées en période estivale. En effet, même pendant les vacances de nos concitoyens, nos forces continuent à agir sur tous les fronts. Le colonel Rouquayrol, qui commande les formations militaires de la sécurité civile, vous en fera la démonstration en vous présentant les missions de ces unités. De même, le général Pascal Yanny, le porte-parole du chef d'état-major des armées, évoquera notamment dans son point de situation sur les opérations militaires françaises, les opérations intérieures, Sentinelle et Héphaïstos. Il vous présentera également la mission Pégase, dont l'exercice Pic-Blatch, et le général de division aérienne Stéphane Groen, qui est le chef d'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, vous en parlera plus en détail. Agenda du ministre, je commence par vous rappeler que M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, présidera samedi soir 23 juillet la cérémonie du triomphe de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Lundi prochain, 25 juillet, il s'envolera avec le président de la République en voyage officiel au Bénin et au Cameroun. Ce voyage durera 4 jours. Il sera de retour en France le jeudi 28 juillet. Et le lendemain, vendredi 29 juillet, il participera au Conseil des ministres. Ce point fait sur l'agenda du ministre, passons aux actualités du ministère qui sont nombreuses. Comme je viens de l'évoquer, le triomphe de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan se tiendra samedi 23 juillet à partir de 10h et s'achèvera le soir par une cérémonie militaire d'envergure. Cette manifestation traditionnelle, après maintenant de 200 ans, puisqu'elle trouve son origine dans la visite à Saint-Cyr du duc d'Orléans le 27 juillet 1834. Elle marque la fin de la scolarité des élèves officiers et le baptême des nouvelles promotions. Elle retrace, par des constitutions spectaculaires, à la fois l'histoire de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et la vie des écoles aujourd'hui. Outre de nombreuses animations autour du thème de cette édition, qui sera « Forger aujourd'hui les chefs de demain », vous pourrez également y assister à des démonstrations dynamiques de matériel militaire, ainsi qu'à leur présentation statique. L'ensemble de la manifestation est gratuite, mais suppose néanmoins une inscription préalable en ligne. Du 6 au 12 août aura lieu le premier mondial du tir longue distance, initialement prévu en Hongrie. Il se déroulera finalement à Bitche, sur le pas de tir du 16e bataillon de chasseurs. Cette compétition, la toute première Coupe du monde de tir de précision à longue distance, réunira des équipes de 22 nations et compteront 235 compétiteurs. Ce sport et cette compétition consistera à tirer à longue distance, c'est-à-dire entre 600 et 1000 mètres, à partir d'agrès, dans des positions diverses et dans un temps imparti. Cette compétition est ouverte au grand public. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité et de protection auriculaire nécessaires pour y assister gratuitement. Et par ailleurs, vous pouvez déjà noter dans vos agendas que la présentation des capacités de l'armée de terre se tiendra cette année les 5 et 6 octobre à Versailles-Satory. Cette année, le thème sera « Une armée de terre en action » et le CIRPATER vous donnera de plus amples informations à la rentrée. Tout l'été, le grand public est invité à profiter de la riche programmation des musées et des établissements patrimoniaux relevant du ministère des Armées, dont je vous rappelle que le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État. Je ne les cite pas toutes tant elles sont nombreuses, mais dans cette offre qui est aussi vaste, diverse qu'intéressante et pour tous les âges, vous pourrez notamment voir ou revoir la Citadelle en fête à la Citadelle Port-Louis dans le Morbihan, un événement festif qui propose des reconstitutions historiques autour du XVIIe siècle. 2 expositions proposées par le Musée de l'Armée à Paris. Dans la première, intitulée « Toute une histoire, les collections du Musée de l'Armée », les objets présentés reviennent sur 100 ans d'acquisition et mettent en valeur les spécificités du musée, dont les collections ne cessent de s'enrichir à travers des dons, des cessions, des achats, des legs, des donations, des préemptions ou encore des dépôts. La seconde, 30 objets pour raconter les troupes de marine, tout est dans son titre, est organisée à l'occasion des 400 ans de la création des compagnies ordinaires de la mer par le cardinal de Richelieu, dont sont héritières nos actuelles troupes de marine. Jusqu'au 22 août, le Musée national de la marine est invité au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, le MUCEM, où son espace dit la Chambre d'amis accueille une sélection de 10 œuvres et objets exceptionnels du Musée de la marine, sphères armillères, barques syriennes, bateaux jouets, quelques objets mais exceptionnels.
Toujours au chapitre des musées de la Marine, une visite au musée de la Marine de Rochefort est également une bonne idée pour découvrir la programmation inédite liée aux 300 ans de l'école de médecine navale de Rochefort. Créée en 1722, cette école de médecine navale est historiquement la première de ce type au monde. Et enfin, si les aventures dans l'espace de Thomas Pesquet vous ont fait rêver, je ne peux que vous conseiller d'aller au musée de l'air et de l'espace au Bourget pour profiter d'une exposition temporaire Up to Space. Elle est caractérisée par sa forte dimension expérientielle. Elle vous invite à vous mettre dans la peau d'un astronaute grâce à de nombreux dispositifs interactifs, simulateurs de gravité zéro, touchés de pierres ou de roches lunaires et martiennes, miroir déformant qui vous permet de réaliser les transformations d'un visage vu dans l'espace. Toutes les informations pratiques pour cette exposition, mais également pour la trentaine de musées du ministère de l'Armée cet été, sont disponibles sur les sites internet de chacun de ces musées. Mais l'été, c'est aussi l'occasion de se rendre dans les 10 hauts lieux de mémoire nationale qui perpétuent la mémoire des conflits auxquels la France a participé depuis 1870. Chaque site présente un caractère national et emblématique d'un aspect de ces conflits. Le monument aux morts pour la France en opération extérieure, à Paris, pas loin d'ici, au parc Javel, rend hommage à la 4e génération du feu, et y sont inscrits les noms de tous ceux qui sont tombés morts pour la France en opération extérieure depuis 1963. Le mémorial de la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, qui est également à Paris, a été érigé à la mémoire des combattants morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, ainsi qu'à celle de tous les membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie, et dont beaucoup, comme vous le savez, ne sont pas identifiés. La nécropole nationale de Fleury-de-Vendômont et la tranchée des baïonnettes commémore, elle, le sacrifice des soldats français de la Grande Guerre à Verdun. La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais, célèbre, elle, les soldats morts pour la France aux côtés de leurs frères d'armes alliés de 1914 à 1918. Ce 5e haut lieu de mémoire, le mémorial national de la prison de Montluc, dans le Rhône, à Lyon, a été ouvert au public en 2010. Il témoigne de la violence de la répression nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que c'est dans cette prison qu'ont notamment été internés Jean Moulin et Marc Bloch. 6e haut lieu de mémoire, l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, dans le Bas-Rhin. L'ensemble est composé de l'ancien camp, de la nécropole, du mémorial, mais aussi du Centre européen du résistant déporté. Il a été inauguré en 2005. Le mémorial du Mont Valérien, où plus de 1000 résistants et otages ont été fusillés entre 1941 et 1944. Le mémorial des martyrs de la déportation à Paris, inauguré en 1962, il est lui dédié à l'ensemble des déportés de France. Le mémorial dans le sud du débarquement et de la libération de la Provence, au Montfaron, dans le Var, rénové en 2017, est un outil de transmission de la mémoire aux jeunes générations. Il apporte un éclairage historique et pédagogique sur les opérations du débarquement en Provence, mais aussi sur le rôle de la résistance intérieure. Enfin, le mémorial des guerres en Indochine, dans le Var également, est un haut lieu de la mémoire nationale au titre de la Seconde Guerre mondiale en Indochine, de 40 à 45, mais également de la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954. Voilà parti pour la partie muséale. Nous venons de parler donc du passé, de l'actualité immédiate et proche. Projetons-nous maintenant un petit peu dans l'avenir avec la publication d'un document intitulé Droïde. Droïde signifie le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Ce document est mis à jour annuellement. Il décrit les ambitions de la politique du ministère des Armées en matière d'innovation avec 3 finalités: la supériorité opérationnelle des armées, l'autonomie stratégique de la France et la performance du ministère. Riche de 71 pages, le Droïde souligne entre autres le contexte national favorable à l'innovation et l'accélération des initiatives européennes dans ce domaine. Il intègre également les ajustements de la loi de programmation militaire en matière de cyberdéfense, de défense NRBC et de lutte anti-drone dans l'hypothèse d'engagement majeur conforté par le conflit en Ukraine. Il met enfin également à jour les thématiques de l'innovation ouverte, désormais organisées autour de 9 sujets prioritaires: les véhicules autonomes et les flottes de véhicules autonomes, la supériorité informationnelle, le maintien en conditions opérationnelles, la santé, le New Space, la robotique, l'énergie, le cyber et l'être humain augmenté. Je vous recommande vivement la lecture de ce document, aussi instructif qu'intéressant.
Il est d'ores et déjà accessible sur le site internet du ministère www.défense.gouv.fr. Revenons maintenant au présent et aux capacitaires, avec ces dernières semaines toute une série de réceptions, de mises en service opérationnelles et de commandes intervenues. En matériel volant pour commencer, le 8 juillet dernier, la DGA a réceptionné le 5e avion multirôle bombardier d'eau et de transport. Ce marché avait été notifié en janvier 2018 par la DGA à la société canadienne Connair pour l'acquisition de 6 aéronefs à livrer entre 2019 et 2023. Cet avion est un avion de ligne bombardier DHC-8 402, plus connu sous le nom de Dash 8, modifié pour la lutte contre les feux de forêt. Il est utilisé en ce moment même dans le sud-ouest. Il peut également transporter des personnes et du fret, mais aussi réaliser des missions d'évacuation sanitaire dans une version reconfigurée qui est capable de transporter 6 civières médicalisées. La grande polyvalence de cet avion permet de répondre à la très forte sollicitation de la flotte de la sécurité civile et favorise aussi son emploi tout au long de l'année. Intégré à la flotte de la sécurité civile, ce 5e Dash 8 a été baptisé Milan 79. Vous avez à l'image le Milan 76. Quelques jours plus tard, donc le 11 juillet, la sécurité civile encore a prononcé la mise en service opérationnelle de 2 nouveaux hélicoptères H-145D3 achetés par la DGA. À ne pas confondre avec les 2 hélicoptères civils dont la location a été prononcée hier. Le colonel Rouquayrol pourra éventuellement en parler tout à l'heure. Ces 2 hélicoptères viennent renforcer la flotte d'hélicoptères EC-145 de la sécurité civile dédiée au secours aux populations. Donc pas la même mission. Cette flotte intervient en plaine, en mer et en montagne, 2 jours comme de nuit, 7 jours sur 7, toute l'année, à partir des 23 bases de la sécurité civile réparties sur l'ensemble du territoire national, en France métropolitaine, en Corse, mais également en Outre-mer. Enfin, le 13 juillet, la DGA a réceptionné le 8e Atlantique II modernisé Standard 6 avant de le livrer à la Marine nationale sur la base de Lambouillet. Je vous ai détaillé cette rénovation au Standard 6 il y a 15 jours. Vous savez qu'elle porte sur la rénovation du système de combat de l'ATL2, mais également de restaurer les performances de l'aéronef au meilleur niveau. Les ATL2 rénovés ont ainsi une capacité à traiter les menaces les plus modernes, par tous les temps, que ce soit dans le cadre de missions stratégiques de dissuasion ou dans le cadre d'engagement contre des sous-marins, silencieux et furtifs, des embarcations rapides et même des véhicules terrestres. D'ici à 2024, la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la rénovation de 18 Atlantique II au Standard 6. Passons maintenant au matériel terrestre et aux petits équipements. Le 11 juillet, la DGA a réceptionné 2 nouveaux véhicules blindés multirôles légers Serval du programme Scorpion. J'en avais également parlé il y a 15 jours. Faisant suite à la livraison des 4 premiers exemplaires que vous avez vus défiler la semaine dernière sur les Champs-Élysées, ces 2 nouveaux exemplaires ont été livrés à l'armée de terre, mais ils sont destinés aux évaluations technico-opérationnelles en terrain désertique que mènera la station technique de l'armée de terre. Je ne reviens pas sur toutes les innovations qu'intègre ce véhicule, j'en ai largement parlé la semaine dernière. Pardon, il y a 2 semaines. Dans le cadre du programme Armes d'infanterie du futur, la DGA vient de commander 4000 fusils sur les 12 660 devant l'être en 2022. Même si vous les connaissez déjà, il n'est jamais utile de rappeler les caractéristiques du HK416. Plus qu'un fusil, c'est un véritable système d'armes qui est compatible avec les équipements félins, évolutifs, capable d'intégrer les nouvelles technologies, notamment les nouvelles optiques à venir, pour pouvoir combattre de jour et de nuit. D'un calibre autant de 5,56 mm, il dispose d'une capacité de lance-grenade à basse vitesse, facile d'emploi, précis, robuste, fiable. Il se décline en 2 versions, une version longue pour l'infanterie et une version plus courte pour les autres unités. Voilà qui conclut la série des actualités du ministère. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon, Gérald, bonjour. Christophe Vignon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Nos collègues du Parisien avaient fait écho il y a quelques semaines de la difficulté en fait, de nos jeunes à pouvoir intégrer donc, les structures du service universel, faute de chauffeurs de car donc, disponibles. Donc je voulais d'une part savoir si la situation s'était améliorée et d'autre part savoir si l'armée de terre rencontrait elle aussi les mêmes difficultés de recrutement de chauffeurs de car en interne.
même si j'ai vu une affiche en arrivant sur le service militaire volontaire en disant « Viens pour le permis, repars avec bien plus ». Merci, mon général. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si votre question portait sur le service national universel, auquel cas ce n'est pas la responsabilité des armées de les transporter, ou c'est le service militaire volontaire. Les deux, c'est complètement différent. Bon, sur la partie qui concerne proprement les armées, le service militaire volontaire, la question n'est pas une question d'armée. Je laisserai répondre le colonel Dosseur sur la question du recrutement propre à son armée, mais une question de soutien qui relève de l'EMA. Pascal, est-ce que tu veux répondre à cette question sur le soutien par le SCA et la problématique des conducteurs de bus? Pierre Julien, journaliste indépendant. Tu peux nous rappeler, mon général, le nombre de HK416 qui ont été commandés? Alors, la cible en 2025, à la fin de la loi de programmation militaire, est de 117 000, 59 560, si ma mémoire est exacte, chiffre à confirmer, avaient été livrés en 2021. Les 4 000 premiers sur une cible de 12 000 et quelques ont été commandés donc en 2022. Et donc, nous avons déjà franchi la moitié de la cible et nous sommes en ligne sur les commandes 2022. Si, monsieur Julien, vous aviez assisté, comme c'était convenu à mon point de presse d'il y a 15 jours, vous auriez les chiffres les plus précis. Mon général, je reviens, Christophe Avignon à nouveau pour Défense Expert, je reviens maintenant sur la commande qui vient d'être annoncée par monsieur le ministre sur les fameux canons César. De mémoire, 85 millions vont être alloués donc, pour 18 canons. Je voulais un petit peu, si vous pouvez faire un focus sur les besoins de notre armée par rapport à ce fameux canon. S'il vous plaît, merci. Alors, deux éléments. Le premier, pour vous rappeler que le nombre de César en dotation de l'armée de terre était de 76, que la cible à la fin de la loi de programmation militaire 2019-2025 était de 109, qu'avec les canons donnés à l'Ukraine, il manquait déjà un certain nombre de César pour atteindre les 76 et que cette commande va permettre de recompléter avec des canons de nouvelle génération, des canons César de nouvelle génération, la dotation de 76 canons actuellement en dotation, ou qui devaient être actuellement en dotation dans l'armée de terre. L'objectif reste de passer à 109 César pour 2025. Un petit complément de question là-dessus, Daphné Benoît de l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du calendrier de commande et de livraison? Alors, la commande est actée. La livraison doit se faire avant l'été 2024. Pour l'été 2024. Pas de questions en audio, mon général. Bien, nous passons donc à l'action des armées en période estivale. Vous le savez, la protection des Français du territoire national est une mission primordiale des armées et elle ne souffre aucune interruption dans le temps, dans tous les milieux et à tous les niveaux. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'armée de l'air et de l'espace assure le transport d'organes en appui de l'Agence de biomédecine et que pour cette mission vitale par essence, les terrains des bases aériennes restent mobilisables toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Mais au-delà de cet appui ponctuel, mais néanmoins essentiel, l'armée de l'air et de l'espace reste mobilisée pour assurer la sécurité des Français en les protégeant des menaces venues du ciel, au travers de ce qu'il est convenu d'appeler la posture permanente de sûreté aérienne. Il s'agit de détecter, d'identifier et de classifier en permanence les plus de 10 000 aéronefs qui survolent quotidiennement le territoire national. Cette mission, là encore permanente, mobilise toute une chaîne, des techniciens radio-radar, des contrôleurs aériens, des mécaniciens, des pilotes de chasse bien sûr et d'hélicoptères, qui permettent d'intercepter en quelques minutes toute aéronef présentant un risque pour la sécurité, qu'il s'agisse d'un non-respect de la réglementation ou d'un acte malveillant. Ainsi, en 2021, l'armée de l'air et de l'espace a fait face à 170 situations anormales qui ont entraîné l'intervention d'un avion de chasse ou d'un hélicoptère, soit décollage sur alerte ou une mission en vol. En outre, toujours en 2021, 12 événements sur le territoire national métropolitain ont fait l'objet de la mise en place d'une bulle de protection spécifique contre les menaces venues du ciel, dont 10 incluant un volet de lutte anti-drone. Un exemple très récent, la semaine dernière, pour le 14 juillet,
l'armée de l'air et de l'espace a déployé plus de 400 hommes et femmes sur une vingtaine de sites de la défense et en détachement de liaison sur une quinzaine d'aérodromes et d'aéroports. En l'air, il y avait un avion E-3F de contrôle et détection, plusieurs Pilatus PC-21, ainsi qu'un drone Reaper qui était dédié à cette mission. Au total, plus de 1300 aviateurs sont engagés dans cette posture de sûreté aérienne, en plus du personnel déjà quotidiennement impliqué dans la mission de police du ciel. Dans le cadre de la mission de police du ciel, l'armée de l'air et de l'espace assure en effet l'assistance aux aéronefs en détresse, ainsi que le secours aéromaritime en coordination avec les préfectures maritimes. Sur la façade atlantique, elle le fait depuis la base aérienne de Cazaux, et en Méditerranée, elle le fait depuis la base aérienne de Solenzara. De son côté, la Marine nationale assure la posture permanente de sauvegarde maritime. La sauvegarde maritime regroupe, dans une approche globale, la sûreté de nos approches, la protection des personnes et des biens, la lutte contre les activités illicites et la sauvegarde du milieu marin. Ces missions se répartissent en deux volets. La défense maritime du territoire d'une part, qui constitue le volet militaire, et l'action de l'État en mer d'autre part, qui regroupe toutes les autres missions d'intérêt public. Environ 2000 marins sont quotidiennement mobilisés pour ces deux missions. Plus précisément, l'objectif de la défense maritime du territoire est d'assurer en permanence la liberté d'action de la force océanique stratégique. Je vous rappelle qu'il y a au minimum un CNLE déployé en permanence à la mer depuis 50 ans. La liberté de circulation de nos approvisionnements, plus de 70% des échanges économiques, de nos échanges économiques, et 90% de nos approvisionnements en hydrocarbures transitent par la mer. La maîtrise enfin de nos approches maritimes. La France, le domaine maritime français est le deuxième domaine maritime mondial, avec près de 11 millions de kilomètres carrés. Et enfin, la protection du littoral à partir de la mer. Pour cela, la marine déploie un dispositif permanent de surveillance et d'intervention. Ces moyens assurent la continuité de cette défense maritime entre le littoral. Il y a 20 000 kilomètres de côte française, 5 800 en métropole sont surveillés par 58 sémaphores, et la haute mer, en passant par les eaux territoriales et les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française. Outre ces missions de défense, la marine est impliquée dans le dispositif interarmé de l'action de l'État en mer, sous l'autorité des préfets maritimes. Elle seule dispose des capacités d'intervention en haute mer, dont les remorqueurs que nous avons évoqués au dernier point de presse, et ces missions sont nombreuses. La sauvegarde des personnes. En 2021, 5149 personnes ont été assistées ou secourues par la marine. La sécurité maritime et la sauvegarde des biens. En 2021 toujours, 1372 engins explosifs ont été neutralisés en mer par la marine. La protection de l'environnement. En 2021, la marine a saisi 147 tonnes de poissons pêchés illégalement et 183 km de filets. La gestion des espaces maritimes protégés. Près de 14 500 heures de mer ont été consacrées à leur surveillance en 2021. La contrôle sanitaire et les conditions de travail en mer. La gestion du patrimoine marin et des ressources publiques marines. Et enfin, la lutte contre les activités maritimes illicites. Toujours en 2021, la marine a saisi 44,8 tonnes de produits stupéfiants. Enfin, s'agissant de la composante terrestre de la sécurité intérieure, les armées ne sont pas primo-intervenantes, il faut le rappeler, mais elles agissent en complément du dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, piloté par le ministre de l'Intérieur, représenté dans les territoires par le préfet. La posture des armées, comme vous le savez, a toutefois été profondément renouvelée en 2016, après les attentats tragiques de janvier et de novembre 2015. Depuis cette date, il existe une posture de protection terrestre qui s'appuie sur une chaîne de commandement militaire au niveau stratégique, à l'état-major des armées, opératif dans les zones de défense et tactique, avec des états-majors tactiques ad hoc. Ils garantissent la cohérence et l'efficacité de l'engagement militaire au service de l'autorité civile en charge de la sécurité intérieure. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long et laisser la parole au colonel Rouquayrol, qui va vous présenter maintenant les formations de la sécurité civile, des unités militaires qui sont donc composées de militaires de l'armée de terre, puis au général Yannick, qui dans son point sur les opérations, vous parlera notamment, comme je l'ai dit, de Sentinelle et des Phaistos. Avant de leur céder la parole, y a-t-il des questions ? Mon général, mesdames, messieurs, je suis le colonel Rouquayrol, commandant les formations militaires de la sécurité civile. Alors permettez-moi de vous présenter en quelques minutes ce commandement de l'armée de terre qui, depuis près d'un demi-siècle,
contribuent à la résilience de la sécurité civile ainsi que celle de la nation et plus largement de l'Union européenne. Je m'attacherai à vous présenter cette petite structure à la jointure entre le MINARM et le MINAT. J'aborderai ensuite le dispositif opérationnel estival des Formisc en 2022, tourné en grande partie vers le feu de forêt. Sujet on ne peut plus d'actualité, avec plusieurs feux majeurs qui ravagent l'ouest et le sud-ouest de la France depuis quelques jours. Les Formisc sont des unités militaires atypiques, de ma tenue bleue, peu usitées ici à Ballard, qui trouvent leur origine dans l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, la rupture du barrage de Malpasset, à Fréjus, en 1959. C'est en constatant la désorganisation des moyens de secours que le général de Gaulle décide que dorénavant, l'armée interviendra dans ce type de secours à la population. Les Formisc sont donc de jeunes unités qui accompagnent la sécurité civile depuis sa création. Ceci explique l'originalité, mais surtout la force des Formisc, qui réside dans son double enracinement au sein du MINARM et du ministère de l'Intérieur. Comme le précise le Code de la Défense, nos sapeurs-sauveteurs sont des sapeurs du génie de l'armée de terre, mis pour emploi à la disposition du ministre de l'Intérieur dans le domaine de la sécurité civile. Nous sommes donc une force militaire employée par le MINAT et engagée sur ordre du préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. À ce titre, chaque sapeur-sauveteur des Formisc est formé aux spécialités de secours, mais suit également le cursus de formation de l'armée de terre et nos cadres passent par les écoles militaires. Le statut militaire nous confère une grande souplesse d'emploi dans l'engagement, en étant gage de forte disponibilité, de grande réactivité et de professionnalisme de nos sapeurs-sauveteurs. Enfin, les Formisc font aussi partie du pilier divisionnaire territoire national de l'armée de terre, au même titre que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, les Formisc sont constitués de 1401 sapeurs-sauveteurs et organisés autour d'un état-major et de 3 unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. L'UISC 1 basé à Nogent-le-Rotrou, l'UISC 7 à Brignoles et l'UISC 5 à Corté. Nous participons en outre à l'armement du Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise à Beauvau, le COGIC, et des centres opérationnels zonaux au sein des états-majors interministériels de zone, en métropole et en outre-mer. Avec les établissements de soutien opérationnel et logistique, les ESOL Nord et Sud, les Formisc constituent le groupement des moyens nationaux terrestres, le GMNT, sous la direction du préfet, directeur général de la sécurité civile. Elle représente donc la réserve d'intervention nationale, en complément des moyens départementalisés des sapeurs-pompiers civils et militaires, qui, eux, ont une compétence territoriale bien précise. Les Formisc sont donc en quelque sorte l'échelon national d'urgence d'intervention de la sécurité civile, en mesure d'intervenir en permanence sur tout type de catastrophe, en appui et en complément des acteurs de secours sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, y compris en zone de conflit, avec une réactivité et une autonomie très importantes. Elles peuvent se déployer partout en France et dans le monde en moins de 3 heures, pour une durée d'1 mois au moins sans relève. Et cette capacité d'intervention dans l'urgence est l'ADN même des unités. Et tout le fonctionnement des régiments de l'état-major s'organise autour de cette réactivité demandée à nos sapeurs-sauveteurs toute l'année, H24, 7 jours sur 7, par le biais de notre système d'alerte et de départ en moins de 3 heures. Les Formisc interviennent sur tout le spectre d'une crise. Elles mènent des actions d'anticipation et de planification avec ces cadres expérimentés au sein des centres opérationnels de zone et nationaux, avec ces experts. Elles agissent dans la conduite des opérations ensuite, avec l'apport essentiel de la force opérationnelle que constituent les sapeurs-sauveteurs des unités d'intervention. Elles concourent au retour à la vie normale, enfin, dans la phase de stabilisation, avec des moyens rares, production d'eau potable, engins de travaux publics, et avec les équipements de la réserve nationale au sein des établissements de soutien opérationnel, par exemple des pompes de grand débit qui vont jusqu'à 2 mètres cubes par seconde. Les Formisc interviennent également sur toutes les catastrophes naturelles et technologiques majeures. Inondations, séismes, tempêtes et cyclones, pollution maritime et industrielle, crises sanitaires et humanitaires, hôpital de campagne
escrime, éléments de sécurité civile, rapide intervention médicale, risques et menaces NRBC, intervention et secours en ambiance contaminée, prépositionnement pour les grands événements, détachement central interministériel d'intervention technologique, ou encore en appui à la gestion de crise à travers ces postes de commandement proposés en interservice ou au profit des autorités préfectorales. Pour compléter ce panorama rapide des FORMISC et leur mission, il convient de souligner l'expertise acquise et reconnue dans le domaine de l'intervention à l'étranger. Dès leur création, les FORMISC ont été engagés sur les plus grandes catastrophes à travers le monde. Du tremblement de terre de Mexico en 1986, en passant par Haïti en 2010, Fukushima en 2011, ou plus récemment encore par l'organisation de convois humanitaires vers la Roumanie à destination de l'Ukraine. Elles sont le premier levier étatique en cas de crise à l'international. Elles sont également un acteur majeur du mécanisme de protection civile de l'Union. Ainsi, comme vous le voyez sur la diapositive, sur les 18 modules d'intervention français certifiés, 17 sont armés par les FORMISC. Cette année, un détachement sera prépositionné en Grèce tout le mois d'août dans le cadre des modules de protection civile de l'Union européenne. Ajoutons que notre hôpital chirurgical de campagne vient d'être certifié par l'Organisation mondiale de la santé cette année, et nos équipes d'intervention en sauvetage d'éblément après tremblement de terre sont certifiées par les Nations Unies, INSARAG. Revenons maintenant sur notre dispositif actuel. Le contrat opérationnel des FORMISC s'adapte en fonction des saisons et des risques associés. Ainsi, en cette période estivale, ce sont près de 600 sapeurs-sauveteurs qui sont engagés en permanence sur le continent et en Corse dans les dispositifs sapeurs-pompiers de lutte contre les feux de forêt. Le GOLF, le groupement opérationnel de lutte contre les feux de forêt, tout en conservant une réserve d'intervention de 80 sapeurs-sauveteurs, engageables sur tout type de crise, comme ce fut le cas dans la nuit du 3 août 2020 à Beyrouth, après l'explosion dans le port. Cette année, depuis le 15 juin, les dispositifs de lutte contre les feux de forêt sont activés. Et ces dispositifs comprennent, d'une part, le Golfe Continent, détachement d'intervention retardant, les DIR, et leur groupe appui, les groupes appui GAP, positionnés à Lézignan, Orange et à Nîmes, un détachement d'intervention héliporté national, le DIHN, basé à Brignoles. Le Golfe Corse, avec 9 sections d'intervention feux de forêt, les CIF, 3 à Corté, 3 en Haute-Corse et 3 en Corse du Sud. Ce dispositif du ministère de l'Intérieur, le Golfe, est bien à différencier des moyens mis à disposition par les armées dans le cadre du protocole Héphaïstos, mais interagissent. À savoir, parmi ces moyens du MINARM Héphaïstos, certains sont sous commandement des unités FORMISC déployées dans le sud de la France. C'est le cas, par exemple, des groupements appui du 19e régiment du génie, intégrés dans nos sections retardantes et du détachement hélicoptère du DIHN. Sur cette diapositive, vous sont présentés les différents types de moyens de lutte contre les feux de forêt énoncés précédemment. Les FORMISC mettent en œuvre des moyens spécialisés et rares. En plus des sections feux de forêt, les CIF, qui sont armés de véhicules d'attaque lourds, les détachements d'intervention retardants, les DIR, sont chargés en produits ralentissant la progression de l'incendie, appuyant ainsi les manœuvres défensives de lutte contre les feux de forêt. Les groupes appui sont intégrés dans ces détachements à l'été. Les engins TP œuvrent notamment à la sécurisation des lisières sur les feux de grande ampleur par la création de pare-feux. Enfin, les détachements d'intervention héliportée nationale, DIHN, sont capables d'atteindre et d'attaquer des feux inaccessibles aux véhicules, en particulier sur le terrain accidenté grâce aux hélicoptères de transport de l'armée de terre. Ajoutons que le dispositif opérationnel estival est adaptable et réactif aux besoins opérationnels. Les moyens des détachements retardants, déployés initialement dans le sud de la France, sont engagés depuis le 13 juillet en Gironde, sur les feux de forêt de la Teste de Buc et de l'Andiras, avec leur groupe appui, ainsi que 2 détachements supplémentaires, grâce à notre groupe d'astreinte nationale, un détachement d'intervention spécialisé et une section de tronçonnage, soit aujourd'hui 208 sapeurs-sauveteurs qui sont engagés sur ces 2 feux. Au bilan,
depuis le début du mois de juin, les unités militaires de la sécurité civile ont été engagées sur 23 feux de forêt majeurs, nécessitant l'intervention de plus de 900 sapeurs-sauveteurs. En outre, depuis le 10 juin, ce sont plus de 27 000 hectares de forêt qui ont déjà brûlé, dont les 20 000 en Gironde, contre il y a un an 770 hectares, à la même période de l'année. Dans l'analyse des risques et des menaces auxquels nous devons faire face dans un futur proche, plusieurs points d'attention opérationnels concernent les FORMISC. Le premier, que nous partageons avec l'UNINARM ou les forces de sécurité intérieure. Il nous faut adapter au durcissement des engagements. L'augmentation de la violence au sein de nos sociétés, le retour de la guerre de haute intensité sur le territoire européen nous impose de réfléchir à de nouveaux types d'interventions pour les FORMISC, par exemple aux côtés de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Les conséquences du dérèglement climatique, la recrudescence exponentielle d'événements climatiques extrêmes aura pour conséquence la multiplication de catastrophes du type des feux de forêt actuels, mais aussi inondations et tempêtes, avec un point d'attention opérationnel particulier pour les Outre-mer, en raison de leur exposition à des risques spécifiques, cyclones ou séismes. Nous mettons donc beaucoup d'espoir dans les travaux menés dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, qui doit garantir une remontée attendue des effectifs, permettre l'installation, l'implantation d'une structure outre-mer et consolider les programmes d'acquisition d'équipements futurs. Il nous faut aussi anticiper la modernisation de nos moyens et innover techniquement, notamment à travers la numérisation et tactiquement, afin d'apporter une juste réponse lors de nos interventions en étant complémentaires des moyens territoriaux, mais aussi robustes et spécialisés sur les enjeux critiques auxquels doivent faire face nos sociétés occidentales. Enfin, le renforcement de notre contribution au mécanisme européen de protection civile dans de nouveaux projets est également essentiel. Le mécanisme de solidarité européenne est particulièrement efficace dans le cadre de la sécurité civile, avec de très nombreux engagements de la France dans ce cadre-là. Et son développement doit être poursuivi pour que la France conserve ce rôle moteur. Ceci conclut cette brève présentation et je serai évidemment en mesure de répondre à vos questions à l'issue des présentations. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon colonel. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP de nouveau. J'ai deux petites questions pour vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez juste nous citer les dernières interventions des FORMISC outre-mer, les plus notables en tout cas, ces dernières années? Et par ailleurs, il est écrit sur cette diapositive que vous allez préparer la sécurisation de grands événements comme les JO 2024. En quoi consistera exactement votre mission dans ce cadre? Merci. Alors pour la première question, vous avez bien évoqué uniquement les Outre-mer ou vous pensez à l'étranger? Outre-mer. Alors, pour l'outre-mer, nous avons été engagés notamment dans le cadre du Covid, en engageant notre hôpital de campagne, l'Escrime, qui est venu renforcer et appuyer les structures hospitalières existantes qui étaient fragilisées. Notamment, ça a été le cas en Guyane et ça a été le cas à Mayotte. Nous intervenons régulièrement sur les feux de forêt du Maïdo, la Réunion. Et enfin, la mission emblématique a été Irma en 2017, où pendant près de 2 mois, ce sont 600 sapeurs-sauveteurs qui ont été engagés pour contribuer au rétablissement de la vie avec les MINARM. Donc c'est les premières missions qui viennent à l'esprit. Il y en a eu certainement d'autres. Je pense aussi aux vaccinations en Polynésie. Donc un détachement a été engagé pendant plus d'1 mois en 2021 pour vacciner sur toutes les îles de l'archipel, enfin de l'ensemble de la Polynésie, et donc aussi venir en renfort de l'ARS notamment et des structures qui n'étaient pas en mesure de faire face à tous ces défis. Votre deuxième question sur les grands événements, alors oui, nous sommes concernés à plusieurs niveaux. D'une part, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des moyens complémentaires des moyens territoriaux. Donc à ce titre, nous planifions l'engagement de nos moyens en renfort de la zone Île-de-France, essentiellement, à travers des moyens de lutte contre les risques nucléaires, biologiques, radiologiques et chimiques, NRBC, à travers les compléments sur nos modules de lutte contre les inondations, enfin d'action contre les problématiques liées notamment, je pense, à la cérémonie d'ouverture, avec la sécurisation des 6 km de berge, enjeu majeur donc, sur lequel nous serons en renfort certainement donc, de la brigade.
la sapeurs-pompiers de Paris. Nous serons aussi en renfort pour la gestion de crise. Comme je vous l'ai dit, nous avons des moyens un peu spécialisés, avec notamment des PC interservices qui sont mis à la disposition d'un préfet de département ou de zone. Donc c'est un grand camion mobile qui se déploie en 1 heure et qui est capable de connecter et d'interconnecter tous les services de l'État, qui peut aussi donc venir sur des points spécifiques. C'est le cas par exemple aujourd'hui sur une étape de Tour de France qui peut être un peu sensible, grands meetings aériens, grands événements type le G7 à Biarritz par exemple. Donc là voilà, nous venons aussi renforcer cela. Et enfin toute la sécurisation liée à la présence des hautes autorités. Et à ce titre-là, nous sommes engagés au sein du DCIT, le détachement central interministériel, qui est composé de plusieurs structures qui sont là en amont et qui veillent à la sécurité des autorités sur ce type de dispositif. Bonjour, collègue Pierre Julien. On a bien compris que vous attendiez des effectifs supplémentaires, certainement à travers la LOPME, et vous faites référence à des nouvelles techniques, nouvelles technologies numériques, on a compris également cela. En matériel, il y a des choses qui éventuellement pourraient vous apporter le plus qui vous manque actuellement? Alors, sur le matériel, effectivement, nous essayons de rester, d'avoir ce temps d'avance pour justement pouvoir être prêt face aux futures crises. Donc, on continue à développer l'acquisition de matériel de lutte contre les feux de forêt. On teste pas mal de produits, donc de retardants, de manière à pouvoir être plus efficace face à ces feux. Nous développons de nouvelles embarcations fluviales pour être aussi meilleurs sur intervention. Donc, tous les équipements. Et je m'inspire aussi de ce que fait le MINARM pour avoir servi longtemps au sein de l'armée des cavaleries auparavant. La numérisation, par exemple, c'est un enjeu pour nous majeur de pouvoir vite savoir où sont nos éléments, avoir des citations tactiques fiables et rapides et robustes. Je prends le cas de la tempête Alex, que nous avons été engagés là-bas. Tous les réseaux étaient tombés, et donc c'est uniquement sur des moyens dégradés de type téléphone satellitaire ou moyens robustes que le MINARM a en sa possession, que nous avons été capables de garder la liaison et d'assurer les secours immédiats, parce qu'on se rendait compte que tous les services de l'État présents étaient choqués par l'ampleur de la crise. Donc cette LOPMI, elle doit nous permettre aussi de pouvoir cadencer nos achats, et je caresse l'espoir d'avoir une loi de programmation qui nous permette justement d'acquérir de manière régulière des matériels modernes. Aujourd'hui, ce sont 21 sections d'intervention qu'il faut équiper en camions de lutte contre les feux de forêt. Donc c'est un enjeu pour nous majeur de pouvoir réceptionner de manière régulière ces engins et ainsi assurer une permanence opérationnelle H24. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à mon préfet directeur général que je n'ai pas de véhicule disponible parce qu'il sera en réparation, en panne. Ce serait difficilement concevable. Donc on a ce temps d'avance aussi sur l'achat de matériel moderne, de manière à avoir une disponibilité entre 80 et 90% en permanence. Ces matériels, vous les trouvez à l'étranger, vous les trouvez en France? Alors, ces matériels, dans les deux cas, au sein de la direction générale, vous avez une structure chargée des achats. On s'appuie notamment sur la cellule centrale des achats au sein du ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui achète tous nos équipements. Et donc, nous passons par ce système-là et ensuite par les relations et par les connaissances fines aujourd'hui que nous avons avec certains industriels français, localement avec les unités qui testons de nouveaux drones, de nouveaux robots terrestres, avec des capteurs pour les risques chimiques par exemple, avec des drones avec des caméras thermiques de plus en plus efficaces pour observer les départs de feu, de manière à pouvoir déceler des victimes sous décombres, des radars que vous posez sur des plaques de béton pour identifier des corps à plus de 10 mètres sous des débris, etc. etc. Donc on essaye d'être en tout cas attentif et réactif pour acheter ce genre de matériel. Je vais arrêter là parce que je ne veux pas mobiliser tout. Effectifs supplémentaires, on a une idée de combien, alors peut-être pas un chiffre, mais un pourcentage? On aimerait avoir 10% d'effectifs supplémentaires. En fait, pour revenir à une situation que nous avions en 2005,
de manière à pouvoir renforcer donc, nos sections d'intervention et aussi se doter de spécialistes. Donc, comme je l'ai dit, parmi nos enjeux, donc l'innovation et la numérisation sont des enjeux majeurs. Aujourd'hui, cette ressource qualifiée, elle est difficile à acquérir, mais je ne l'ai pas. Donc moi, j'ai besoin également de pouvoir me consolider sur ces domaines qui sont bien sûr les enjeux futurs. Les drones également, hein, donc cette capacité, elle est essentielle. On est très attentif à la partie législative qui se consolide, mais également à la partie expérimentation, de manière à pouvoir avoir ces vecteurs qui sont essentiels dans la conduite des opérations. Juste une petite précision, vous avez parlé de drones. En quoi consiste votre flotte de drones? Est-ce que vous en avez combien? De quel type? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des chiens? Oui, alors oui, nous avons les deux. Donc d'abord les chiens, je vais commencer par les chiens. Pas encore, ils ne sont pas encore transportés, mais oui, nous avons une dizaine de chiens. Donc, donc nos régiments de Brignoles et de Nogent-le-Rotrou ont des équipes cynophiles, qui d'ailleurs, en fait, je ferai le lien pour les drones parce que ce sont les mêmes, qui sont aussi dronistes. Donc nous avons constitué donc, ces binômes de chiens qui sont spécialisés dans la recherche de victimes vivantes et aussi décédées, parce que ce ne sont pas les mêmes capacités, mais nous avons ces deux liens parce qu'on s'est rendu compte dans les missions d'intervention qu'il était aussi extrêmement indispensable que les victimes décédées soient vite retrouvées pour les populations qui sont bien sûr extrêmement sensibles à cela. Donc nous avons donc, ces deux détachements et nos équipes cynophiles sont celles qui ont été spécialisées dans la recherche de drones de manière à avoir ces équipes de renseignement à la fois terrestres et par les drones pour pouvoir agir. Donc on a aussi une dizaine de drones qui sont des drones, qui sont donc des petits drones, hein. On n'est pas du tout sur la gamme des drones donc des armées, des petits drones thermiques avec capacité thermique qui sont capables de voler environ 1 heure et qu'on recharge. Voilà, donc toute une panoplie. Certains sont sensibles à l'eau, d'autres moins. Ces caméras thermiques, et en tout cas qui nous permettent aujourd'hui d'agir dans un cadre légal avec ces moyens. Merci beaucoup, mon colonel, pour cet exposé très éclairant et très intéressant. Je cède maintenant la parole au général Yanni pour le point sur les opérations. Allez, donc je commence par la partie Afrique, comme d'habitude, pour vous faire un point sur la réarticulation de Barkhane hors du territoire malien, qui se conduit toujours en bon ordre, en sécurité et en liaison avec l'ensemble des partenaires, tout en poursuivant la lutte contre les groupes armés terroristes. Au cours de la semaine écoulée, 2 nouveaux convois logistiques ont rythmé les opérations de réarticulation hors du Mali. Un premier convoi du 16 au 20 juillet qui a permis d'escorter 80 véhicules civils entre la plateforme de Gao et la base de Niamey. Un second convoi escorté par le groupement tactique logistique. 300 conteneurs ont été acheminés vers Niamey dans le cadre de la préparation du transfert de la PFOD de Gao qui est toujours prévu pour la fin du mois d'août, aux alentours de la fin du mois d'août. Pour ce qui concerne la poursuite de la lutte contre les GAT, en marge de ces convois, un sous-groupement tactique a conduit une mission de reconnaissance et de contrôle de zone le long de la route nationale 17, c'est-à-dire entre Gao et Labezanga, en faisant un effort dans la région d'Ansongo afin d'entraver les actions des GAT dans ce secteur, puisque Ansongo est un point clé du terrain quand on veut passer du Mali au Niger. Outre les missions de sécurisation des convois logistiques, il s'agit aussi pour la force Barkhane de maintenir le lien avec cette population, avec la population de cette ville au bord du Niger, et les liens avec la population sont de très bonne qualité. Suivante. Je passe au Sénégal pour vous signaler le déploiement d'un nouveau détachement Falcon 50 de Dakar qui a été mis en place le 14 juillet. C'est une mission qu'on remplit régulièrement au Sénégal, mission de police des pêches, je vais y revenir. Pardon. Dès le 18 juillet, ce Falcon 50 a conduit une première patrouille de surveillance des pêches et de lutte contre la pollution. On appelle ça des patrouilles SAGN, en embarquant à son bord un inspecteur des pêches sénégalais de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. L'avion maritime partage lors de ses déploiements la situation tactique avec l'état-major des éléments français au Sénégal et avec les autorités sénégalaises. Et au cours des dernières patrouilles, 21 contrôles de navires de pêche ont été menés. Plusieurs irrégularités ont été constatées et signalées aux autorités sénégalaises. Et ça a permis également de conduire des missions de renseignement et de surveillance sur les risques de pollution. Et en fait, ça permet au Sénégal de renforcer la surveillance de ses abords et de ses approches maritimes. Je bascule sur la partie européenne pour vous faire un point sur la situation de l'Ukraine telle qu'il est vu par l'état-major des armées. Pas de modification significative de la situation au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Les forces armées russes continuent de progresser méthodiquement dans le Donbass. Les forces armées ukrainiennes
maintiennent la pression dans la région de Kherson sans pour l'instant réussir à percer le dispositif défensif russe. Je vais y revenir. Si on va un peu plus dans le détail, au nord, dans la région de Kharkiv, la situation reste stable. Pas d'évolution significative. Les forces armées ukrainiennes sont clairement fixées, notamment par les exercices conduits par la défense territoriale biélorusse. Actuellement, un exercice est en cours dont on estime dont la fin est annoncée pour le 23 juillet. Dans le Donbass, c'est la stratégie du grignotage des Russes qui se poursuit. Dans le nord, les forces russes réduisent les verrous à l'est des lignes de défense principales ukrainiennes, en employant massivement l'artillerie et l'aviation tactique. Peu d'avancées vers Sloviansk, qui subit des bombardements massifs. Les forces russes se rapprochent de Siversk, qu'elles bombardent massivement avec de l'artillerie. Donc l'offensive se poursuit d'est en ouest, mais aussi du nord vers le sud, pour déborder les positions des forces ukrainiennes par le nord, notamment au nord-ouest de Sloviansk. Dans le sud du Donbass, dans la région de Bakhmout, les forces russes se rapprochent, continuent à se rapprocher. Elles sont maintenant à 3 km environ de la ville de Bakhmout. Et donc l'objectif pour les Russes, c'est certainement d'atteindre la ligne Sloviansk, Siversk et Bakhmout. Au sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson, on n'observe pas de changement majeur. Les forces armées russes sont toujours dans une posture défensive en vue de tenir les frontières administratives de la région de Kherson. Elles se sont mises en dispositif défensif pour faire face à d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes. Les forces russes continuent à mener des frappes dans la profondeur en faisant un effort sur tout ce qui concerne la logistique des forces armées ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes continuent de frapper également dans la profondeur pour gêner la logistique russe. Et l'un des effets de ces frappes dans la profondeur ukrainienne, c'est la dispersion des centres de commandement et des plots logistiques russes, ce qui naturellement vise à entraver la fluidité des manœuvres russes. Suivante. Pour ce qui concerne les déploiements français, vous avez sous les yeux l'état des déploiements maritimes. Suivante. Je vais commencer par la partie Méditerranée orientale, avec la fin du déploiement de la FREMM Languedoc, qui était déployée depuis le mois de juin en Méditerranée. Elle a accosté à Toulon le 18 juillet. Elle a participé à différents exercices de lutte anti-sous-marine et de lutte anti-surface. Elle a renforcé l'escorte du Carrier Strike Group numéro 8 autour du porte-avions Truman du 2 au 15 juillet. Suivante. En mer Noire, Médecinte, mer Noire, participation à l'exercice bulgare Brise, donc au-dessus de la mer Noire. Depuis le 9 juin, l'équipe, le PATMAR, l'avion de patrouille maritime ATL2, qui est déployé sur la base aérienne de Chania en Crète, il est régulièrement engagé dans des missions de surveillance maritime en Méditerranée, en mer Noire, au-dessus des eaux territoriales bulgares et roumaines. Il est engagé alternativement sous le commandement national ou sous le commandement de l'OTAN. Un nouveau vol de surveillance aéromaritime a été conduit en Méditerranée orientale le 15 juillet. Et il prend actuellement, ce PATMAR est actuellement déployé dans l'exercice de surveillance maritime Brise, qui est organisé par la Bulgarie en mer Noire du 14 au 25 juillet 2022, avec 12 pays participants. Le but, c'est d'améliorer les capacités communes de surveillance de la mer Noire, en particulier des eaux territoriales roumaines et bulgares dans le contexte actuel du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le PATMAR est engagé depuis le 19 et quittera l'exercice aujourd'hui, ce soir. En Médor, la FREMM Provence, qui poursuit son déploiement au sein du SNMG2. Elle a appareillé Larnaca le 18 juillet. Elle fait route au sud de l'île pour rejoindre 3 unités de surface chypriotes et mener un exercice commun, une corvette et 2 patrouilleurs. Et le but, c'est de renforcer l'interopérabilité à travers des exercices de lutte asymétrique, de communication, d'évacuation par treuillage et des exercices de visite de bâtiments. Après cette séquence d'interaction avec les forces armées de Chypre, la Provence reprend ses patrouilles en Médor sous le contrôle de Marcom, avec toujours cette double mission de connaissance-anticipation à titre national et de connaissance-anticipation au profit des alliés de l'OTAN. Pour ce qui concerne l'Atlantique Nord, c'est la fin de la mission navale pour la FREMM Bretagne. Elle a conduit sa dernière patrouille de lutte anti-sous-marine au-delà du cercle polaire. Donc elle a été engagée pendant 7 semaines. Elle a notamment participé à l'exercice majeur Dynamic Mongoose de l'OTAN, un exercice dans le domaine de la lutte anti-sous-marine.
et une patrouille en soutien de l'opération OTAN Brian Shield. Elle fait route vers Brest, qu'elle atteindra le 22 juillet. Sur l'Estonie, le SGTIA Lynx, qui est intégré au sein du bataillon commandé par les Britanniques, a participé à un exercice d'entraînement de haute intensité, l'exercice Dragon Hunt. Le but, et notamment de cet exercice, le but particulier est de travailler l'interopérabilité et l'emploi des moyens de guerre électronique avec d'autres moyens de transmission. Pour ce qui concerne la mission EAP, à partir de la base aérienne d'Amari, elle se poursuit de manière nominale. Du 13 au 20 juillet, les Mirage 2000-5 ont effectué 11 sorties d'entraînement interalliés. Pas de décollage sur alerte cette semaine, contrairement aux semaines précédentes. Les Mirage 2000-5 d'Amari ont également participé à 3 missions au-dessus de la Pologne, le 15 et le 17 juillet, des missions dans le cadre du dispositif EVA, Enhanced Vigilance Activities, qui vise à assurer la surveillance et la défense aérienne de l'espace aérien polonais, avec l'engagement d'avions Rafale, donc de Mirage 2000-5 du détachement en Estonie, et d'avions de ravitailleurs de l'armée de l'air et de l'espace. Cette semaine, EVA au-dessus de la Pologne, c'est 2 missions de combat air patrol, de surveillance et de défense aérienne, 5 missions de ravitaillement, dont 2 au profit de pays d'alliés de l'OTAN, et une mission de détection et de contrôle par l'AWACS français. Pour ce qui concerne la Roumanie, poursuite de l'entraînement opérationnel avec notamment un stage de tireur d'élite et la mise en place pour la première fois d'une coopération aéroportée, puisque nous allons participer à la formation d'unités parachutistes roumaines, et un exercice majeur est prévu dans les prochaines semaines. Le territoire national, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé sur l'engagement des armées dans la lutte contre les incendies. Donc depuis le 12 juillet, les armées sont engagées aux côtés des autorités administratives pour assurer la défense la lutte contre les incendies. On a fourni 3 types d'appui aux autorités civiles. L'appui de pompiers de l'air dans la lutte contre les incendies, le déploiement de l'opération Héphaïstos, qui, je vous rappelle, a vocation à intervenir dans la zone sud, c'est-à-dire plutôt dans la région entre Marseille, Montpellier, Carcassonne, qui donc des moyens qui ont été déportés sur le sud-ouest pour venir en renfort des capacités civiles qui étaient déployées. Et on a également fourni un appui logistique pour soutenir les évacuations et l'accueil de la population. Le 13 juillet, les pompiers de l'air de la base aérienne 120 de Cazaux sont intervenus dans cette zone. Ils ont été renforcés à partir du 15 juillet par des pompiers de l'air qui sont venus de Cognac et du camp de Capsieux. Actuellement, ce sont plus de 120 pompiers de l'air qui luttent contre les incendies, avec une vingtaine de véhicules d'intervention. Des moyens aériens de l'armée de l'air sont également déployés pour mener des vols de reconnaissance et renseigner sur l'évolution des feux. Ils ont été particulièrement utiles il y a 2 nuits. En fait, ils ont permis d'empêcher la destruction de quartiers résidentiels. Parallèlement, donc, on a des unités Héphaïstos qui sont arrivées en renfort et qui, elles, sont plutôt concentrées sur la création de pistes forestières, c'est-à-dire des pistes coup-feu. 20 km de pistes réalisées en quelques jours au profit des sapeurs-pompiers. Enfin, les armées, comme je l'ai dit, ont été sollicitées à plusieurs reprises pour appuyer l'accueil des habitants qui ont été évacués pour les protéger des incendies. Au total, ce sont près de 400 pompiers militaires et militaires qui sont engagés contre les feux. Un point sur l'opération Sentinelle avant la coupure estivale, enfin plutôt en période estivale. Comme tous les ans, il y a un renforcement de l'opération Sentinelle qui se traduit par l'engagement d'une partie de l'échelon de renforcement planifié. Le but, c'est de renforcer la surveillance en juillet et en août des lieux de rassemblement de personnes, notamment les sites touristiques et culturels, ainsi que certains événements d'ampleur au niveau national, notamment les festivals, qui marquent une certaine sensibilité dans un contexte toujours considéré comme susceptible de subir une action terroriste. Je reste sur le territoire national, mais je bascule en Guyane pour vous parler de l'opération Titan déployée dans le cadre de la protection du vol inaugural du lanceur Vega C le 13 juillet. Le lanceur européen Vega C s'était lancé pour son premier vol depuis le port spatial de l'Europe et a placé en orbite le satellite LARES 2, un satellite de mission scientifique, ainsi que 6 CubeSat, des satellites cubiques miniatures, au profit de la France, de l'Italie et de la Slovénie. 250 militaires ont été déployés dans ce cadre pour assurer la protection du centre spatial guyanais.
avec en plus engagement d'hélicoptères Fennec et d'un hélicoptère Puma de l'armée de l'air et des patrouilleurs anti-UIN, la Résolue, de la vedette côtière de surveillance maritime Organabo pour empêcher des intrusions dans la zone maritime protégée. Je termine pour introduire le propos de l'armée de l'air et de l'espace sur l'exercice Pitch Black. Les armées conduisent régulièrement des opérations de projection de puissance. La mission Pégase de déploiement aérien à plus de 18 000 km depuis la métropole s'inscrit dans la continuité du déploiement EIFARA qui a été conduit l'année dernière et du déploiement Pégase de 2018. Il y a eu une interruption en partie à cause du Covid. Et cette année, l'armée de l'air va conduire un continuum d'activités de grande ampleur en Asie-Pacifique entre le 10 août et le 18 septembre. Mon général, je vous propose de vous laisser et je répondrai ensuite aux questions. On fait pitch black et je réponds aux questions. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis le général de division aérienne Stéphane Groen, le chef d'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Et je serai le chef de mission pour le continuum d'activités qui se déroulera en Asie-Pacifique. Puisqu'en effet, sur directive de l'état-major des armées, l'armée de l'air et de l'espace va déployer du 10 août au 18 septembre un dispositif aérien d'envergure vers l'Indo-Pacifique. Il sera servi par une centaine d'aviateurs. Le dispositif sera composé de 3 Rafale B, de 2 A330 MRTT Phoenix pour le ravitaillement en vol, de 3 A400M Atlas, d'un A330-200 MRT pour le transport stratégique et pour la phase australienne du déploiement, d'un CASA CN-235 appartenant aux forces armées en Nouvelle-Calédonie. Le déploiement comportera 3 phases distinctes. La première, du 10 au 17 août, consistera à réaliser entre le 10 et le 12 août une mission de projection de puissance vers la Nouvelle-Calédonie en moins de 72 heures, en faisant 2 escales de très courte durée, la première en Inde, la seconde en Australie, et dans la foulée, entre le 13 août et le 17 août, à conduire des missions d'entraînement interarmées en Nouvelle-Calédonie sous le commandement des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Cette première phase a été baptisée Henry Brown, en l'honneur de cet ancien combattant originaire de Nouvelle-Calédonie qui a rejoint les forces françaises libres en 1943, qui a été parachuté avec son escadron de SAS en Bretagne le 10 juin 1944. Il s'est illustré dans plusieurs actions de combat, il a été décoré de la Croix de guerre. Son personnage apparaît dans le film de Joseph Kessel, Le Bataillon du ciel. La deuxième phase est constituée par l'exercice majeur Pitch Black, organisé par l'armée de l'air australienne, qui se tiendra du 17 août au 11 septembre sur la base aérienne de Darwin, dans les territoires du Nord, en Australie. L'objectif de cet exercice est double. Le premier, de s'entraîner aux opérations aériennes dans un contexte de haute intensité et bien évidemment de développer l'interopérabilité avec les nations participantes à Pitch Black. Vous noterez que 2500 aviateurs et une centaine d'avions seront engagés dans cet exercice qui se tient tous les 2 ans dans le nord de l'Australie. La troisième phase, dont la dénomination est Pégase, pour projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est, permettra de faire escale entre le 11 et le 17 août, premièrement en Indonésie, puis à Singapour. Y seront réalisées au cours de ces 2 escales des actions de diplomatie aérienne, de démonstration des savoir-faire français, aussi bien dans le domaine opérationnel qu'industriel, au profit des autorités locales, mais également au profit de nos ressortissants qui résident en Indonésie et à Singapour. Le dispositif rentrera en France le 18 septembre, après avoir fait une escale de très courte durée sur la base aérienne 104 d'Al Dafra, notre point d'appui aux Émirats arabes unis depuis maintenant 2008. Le continuum d'activité, qui durera en tout et pour tout 5 semaines en Indo-Pacifique, permettra de rappeler que la France est souveraine et qu'elle est capable de protéger ses citoyens partout dans le monde, que la France est un partenaire militaire crédible et fiable, que la France est une puissance d'équilibre investie dans la sécurité régionale, et enfin que la France est attachée à la liberté d'action dans le respect des conventions internationales. Je vous propose d'illustrer par quelques images la présentation rapide que je viens de vous faire sur ce continuum d'activité.
Merci beaucoup, mon général. Avant que vous ne quittiez le pupitre, il y a peut-être quelques questions pour vous. Les Rafales viennent de quelle unité? Ou est-ce qu'il y a un petit peu un mix? Oui, un mix. En fait, les 3 Rafales viendront pour partie de Saint-Dizier, de la 4e escadre de chasse, et de Mont-de-Marsan, de la 30e escadre de chasse. Mais vous aurez noté que ce sont 3 Rafales biplaces. Bonjour, Christophe Villon pour le magazine Airfan. Cette édition Pégase 2022, par rapport aux anciennes éditions, vous pouvez un petit peu nous présenter les points sensibles qui vont peut-être améliorer par rapport aux anciennes éditions. Merci. Sur les moyens, en fait, justement, la question qui a été posée précédemment, avant, on partait avec 2 Rafales biplaces et un Rafale monoplace. Là, pour faciliter, en fait, les changements de configuration, on a pris justement en compte les leçons apprises du déploiement de 2018, puisqu'en 2020, le déploiement a été annulé à cause Covid. Et on est parti avec 3 Rafales biplaces, notamment de manière à pouvoir faire voler des personnalités militaires comme civiles sur ces 3 avions. Oui, général, merci. Juste une question. Enfin, le CMAE avait un cap, je crois, pour 2023, d'avoir la capacité de projection de plusieurs Rafales à 23 000 km en un temps donné. Est-ce qu'on se rapproche justement de cet objectif-là ? L'idée, effectivement, c'est qu'au fil des déploiements, il a été rappelé que l'année dernière, il y a eu un déploiement donc, en Polynésie, dont nom de baptême est Farawakea. Là, on avait aussi déployé 3 Rafales. Cette année, en fait, on va déployer encore 3 Rafales avec un dispositif un peu plus important et on va réaliser 2000 km de plus. Donc, en fait, au travers de chacun de ces déploiements, on se rapproche de l'objectif du CMAE, qui est de projeter plusieurs Rafales, plusieurs MRTT à plus de 10 000 km en moins de 48 heures. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir monter en puissance vers cet objectif qui a été affiché dans un moyen terme. Encore une question dans la salle? Non, y a-t-il des questions en audio? Une dernière pour la route. Simplement, vous pouvez nous rappeler les pays qui vont participer à Pitch Black? Alors, je ne voulais pas préciser, donc je vais vous préciser en fait aujourd'hui. Je rappelle que cet exercice est... Enfin, les drapeaux là sont les drapeaux qui correspondent en fait aux pays visités par le détachement français. Mais à ce stade, et je rappelle que cet exercice est organisé sous la houlette de l'armée de l'air australienne. Aujourd'hui, bien évidemment, participeront des éléments australiens, les éléments français que j'aurai l'honneur de diriger, un détachement allemand, un détachement indonésien, indien, singapourien, japonais, coréen, un détachement britannique, dont la nature est encore pas complètement définie, un détachement qui viendra des Philippines, de Thaïlande, des Émirats arabes unis, du Canada, des Pays-Bas, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et bien évidemment de l'armée de l'air américaine. Voilà, au jour d'aujourd'hui, la connaissance des nations participantes à cet exercice majeur. Une centaine d'aéronefs et environ 2500 aviateurs, toutes nationalités confondues. Bon, vous remarquerez quand même que le centre de gravité des nations participantes sont quand même des armées de l'air qui viennent de la sous-région. Donc, ce qui est aussi très intéressant pour nous, pour pouvoir développer l'interopérabilité avec ces armées de l'air-là. Il y a un voyage de presse évidemment organisé. Ça, il faudra... Pour le voyage de presse, vous verrez avec notamment le CIRPA de l'armée de l'air et de l'espace. Pas de questions en audio, mon général. Merci beaucoup, mon général. Le général Yanni va maintenant répondre aux questions à son tour. Oui, de nouveau Daphné Benoît de l'AFP. Une petite question pour vous, général, concernant le voyage qui aura lieu la semaine prochaine du président de la République, accompagné notamment du ministre des Armées au Bénin et au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous décrire les dispositifs militaires en place actuellement français dans ces 2 pays? Et en quoi consiste la coopération avec ces 2 pays?
Alors la coopération au Cameroun, c'est une coopération militaire structurelle, c'est-à-dire qu'elle est portée par la DCSD, par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est au Quai d'Orsay de répondre à cette question, mais c'est une coopération que je vais qualifier de traditionnelle, avec notamment des cadres français qui sont déployés pour des missions de longue durée. On n'a pas actuellement, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de coopération opérationnelle avec le Cameroun, mais ça peut arriver avec notamment des détachements des éléments français au Gabon qui peuvent intervenir pour conduire des détachements d'intervention opérationnelle des DIO. Au Bénin, ça concerne les EFS, les éléments français au Sénégal, qui interviennent régulièrement pour participer à l'entraînement d'unités ou s'entraîner avec des unités béninoises. Et notamment les entraîner à tout ce qui est mission de contrôle de zone, reconnaissance, avant qu'elles ne se déploient dans le nord du pays. Oui, partenariat militaire opérationnel, tout à fait, oui, tout à fait. Mission classique. On n'a pas de base au Bénin, contrairement à ce qu'on a pu lire il y a quelques semaines, qui était colporté par des fake news. Et en fait, c'est un dispositif qui est en place depuis déjà plusieurs années. Et parallèlement, on a une coopération structurelle au Bénin avec quelques coopérants qui dépendent de la DCSD et du Quai d'Orsay. En général, bonjour, Christophe Villon pour Airfan et Défense Expert. Vous avez évoqué tout à l'heure le retour à son port base de la FREMM Languedoc depuis le 15 juillet dernier. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment de la marine française qui va être dans le dispositif du Truman? Non. Merci. Non. Non, c'était, je pense, sous le contrôle du CIRPA Marine, c'était un déploiement pendant une période donnée. C'était un peu en renvoi. D'ailleurs, c'est un peu la symétrie de ce qu'on a vu avec le Charles de Gaulle, où on a eu une frégate américaine qui a été déployée pendant toute une partie de la mission Clémenceau 22. Et c'est dans ce cadre-là. Non. Et non, pas de questions en audio. Mais avant que le général Yanni ne quitte le pupitre, je voudrais le saluer et le remercier de toutes les informations et les points de situation, opérations qu'il vous a fait durant toute cette année, puisque c'était aujourd'hui son dernier point de presse, au moins dans ses fonctions actuelles de porte-parole du chef d'état-major des armées. Et en même temps que le saluer et le remercier, je voulais vous présenter le colonel Godillère, qui sera à partir de lundi, donc votre nouveau correspondant comme porte-parole du chef d'état-major de l'armée d'air. Merci beaucoup, Pascal. Merci, mon général. Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter deux nouveaux, enfin il n'y en a qu'un dans la salle, deux nouveaux chefs de CIRPA, le colonel Emmanuel Dosseur, qui relève le colonel Éric Delaprelle, qui relève aussi. Je n'ai pas dit que tu relevais le niveau, j'ai dit que tu le relevais sur position. Et puis le capitaine de vaisseau Alexandre Marchi, mais que je ne vois pas dans la salle, et donc vous découvrirez à la rentrée, puisque le prochain point de presse aura lieu à la rentrée, à une date qui vous sera communiquée par une note de rédaction. Merci beaucoup, à tous un très bel été, et sauf crise, à la rentrée.